Carl Jung, Dialectique du moi et de l'inconscient, chapitre 3 de la deuxième partie, les techniques de la différenciation entre le moi et les figures de l'inconscient. Après ce qui précède, je me devrais d'apporter au lecteur un exemple détaillé explicitant l'activité spécifique de l'anima et de l'animus. Malheureusement, les matériaux qu'il faudrait citer sont tellement vastes et circonstanciés, et ils exigent en outre une telle abondance d'explications des symboles qu'ils contiennent, que je ne puis inclure cette description nécessaire dans le cadre de ce petit volume. Ajoutons que j'ai publié ces matériaux avec toutes leurs corrélations symboliques dans un ouvrage séparé, auquel je renvoie le lecteur. Toutefois, dans cet ouvrage-là, je n'ai parlé que de l'anima et non de l'animus, car ce dernier à l'époque m'était inconnu. Mais si je conseille à une de mes malades de laisser émerger à son esprit ces teneurs inconscientes, elle engendrera des matériaux et des fantasmes en tout point comparables à ceux que j'ai publiés dans cet ouvrage. Le personnage masculin du héros, qui n'y fait presque jamais défaut, voilà l'animus. Le déroulement tel un film à épisodes, les rebondissements successifs des incidents par lesquels s'exprime l'imagination vivante et l'imaginaire vécu, étalent les divers éléments dont est formé le complexe, démontent ses mécanismes et ses structures fines, et démontrent sa transformation progressive et la dissolution de son autonomie. Cette transformation est le but de la confrontation du moi et de l'inconscient. Si cette transformation ne se produit pas, l'inconscient conservera intégralement une puissance de conditionnement sur le conscient, qui pourra aller jusqu'à entretenir et imposer des symptômes névrotiques en dépit de toute analyse et de toute compréhension. Ou encore, il maintiendra un transfert contraignant et obsédant qui est tout aussi grave, gênant et préjudiciable qu'une névrose. Dans de pareils cas, tout a échoué. Ni la suggestion, ni la bonne volonté, ni la compréhension réductive ne sont parvenus à briser la puissance de l'inconscient. Je ne veux pas dire en constatant cela, et je le souligne expressément, que toutes les méthodes psychothérapeutiques, en détail ou en totalité, sont inopérantes ou bonnes à jeter au chien. Je veux seulement souligner qu'il y a des cas, et ils ne sont pas rares, où le médecin doit se décider à s'occuper de la façon la plus profonde possible de l'inconscient, où il doit accepter une véritable explication avec l'inconscient de son visiteur. Cette procédure, naturellement, dépasse le plan de la seule interprétation. Dans le cas de l'interprétation, tout se passe comme s'il était implicitement présupposé que le médecin sait avant la lettre précisément, afin de pouvoir interpréter. Mais dans le cas que nous envisageons ici, dans le cas de la rencontre fondamentale avec l'inconscient et de l'explication avec lui, il s'agit d'une autre dimension que celle de la seule interprétation. Il s'agit de déclencher le déroulement des processus inconscients qui émergeront alors sous forme de fantasmes dans le conscient. On peut s'essayer à l'interprétation de ces fantasmes. Dans de nombreux cas d'ailleurs, il peut être essentiel que le malade acquiert une notion, fût-elle plus ou moins vague ou plus ou moins intuitive, de la signification des fantasmes qui s'agitent en lui. Mais ce qui est d'une importance essentielle, c'est que le malade vive ses fantasmes de façon aussi totale que possible, et par conséquent aussi, dans la mesure où une compréhension intellectuelle fait partie de la totalité du vécu, qu'il les comprenne. Mais ce n'est pas forcément la compréhension intellectuelle qu'il faut situer en haut de la hiérarchie des importances primordiales. Naturellement, le médecin, dans toute la mesure de ses moyens, aidera son malade à accéder à la compréhension de ces matériaux. Mais médecin et malade seront loin de tout pouvoir comprendre. Le médecin doit se garder de forcer son talent et ne point se lancer dans des acrobaties interprétatives, car l'essentiel n'est pas en premier lieu l'interprétation et la compréhension des fantasmes. Cela est important, certes, mais l'essentiel est d'en acquérir mentalement une expérience vivante. Alfred Cubbin, dans son livre L'autre côté, a donné une excellente description de l'inconscient. Il a décrit ce qu'en artiste il lui fut donné de vivre de l'inconscient. Il s'agit d'une expérience humaine
exprimée à travers le tempérament d'un artiste et qui, à cause de cette perspective particulière, reste du point de vue humain incomplète. Quiconque s'intéresse à ces questions devrait lire ce livre attentivement. Il y découvrira l'aspect incomplet dont je parle. Tout le livre rapporte une expérience artistique, mais non un vécu humain. Par vécu humain, j'entends une expérience au sein de laquelle la personne de l'auteur ne serait pas seulement passivement incluse dans sa vision, mais au cours de laquelle l'auteur agirait et réagirait en pleine conscience face au personnage de sa vision. J'adresserai la même critique à cette femme, auteure des fantasmes que j'ai étudiés dans Métamorphose de l'âme et ses symboles. Elle demeure aussi passive en face des formations fantasmatiques qui naissent dans son inconscient, simplement perceptives et tout au plus, elle les souffre. Or, une confrontation réelle avec l'inconscient exige de la part de l'individu un effort de conscience et un point de vue conscient ferme, capable de s'opposer à l'inconscient et de parlementer avec lui. Illustrons par un exemple ce que j'entends. Un de mes malades élabora un beau jour le fantasme suivant. Il voit sa fiancée descendre en courant la rue qui mène au fleuve. C'est l'hiver et le fleuve est gelé. La jeune fille s'élance sur la glace et il la suit. Elle s'éloigne beaucoup, se dirigeant vers un endroit où la glace est rompue. Une sombre crevasse s'ouvre devant elle et il est pris par la crainte qu'elle y tombe. De fait, c'est ce qui se passe. Elle disparaît dans une fissure de la glace et il la suit d'un regard attristé. Ce fragment du déroulement d'un fantasme beaucoup plus long montre avec clarté l'attitude du conscient du sujet imaginant. Le conscient perçoit et subit, c'est-à-dire que le fantasme est vu et senti, mais il n'a en quelque sorte que deux dimensions, car le sujet lui-même y participe insuffisamment. C'est pourquoi ce fantasme demeure une simple image, bien dessinée, même bouleversante, mais irréelle comme un rêve. Son irréalité est due au fait que le rêveur n'est ni assez inclus ni assez agissant dans le jeu. Il reste comme sur la touche. Si ce fantasme était une scène de la réalité, le malade n'aurait que l'embarras du choix pour empêcher sa fiancée de mettre son suicide à exécution. Il pourrait par exemple facilement la rattraper et lui interdire par la force de sauter dans la faille. Si dans la réalité il se comportait comme il le fit au cours de son fantasme, il y aurait lieu de penser qu'il était paralysé, soit par la peur, soit par la pensée inconsciente qu'au fond de lui-même, il ne déplorait en rien ce suicide. Le fait qu'au cours de son fantasme il se comporte passivement exprime son attitude habituelle en face de l'activité de l'inconscient. Il est comme fasciné et médusé. Dans la réalité, ce sujet souffre de tout un ensemble de représentations, de convictions et de hantises dépressives, qu'il est un incapable, qu'il est accablé par une hérédité sans espoir et qu'un mal inexorable frappe son cerveau de dégénérescence, etc. Ces sentiments négatifs sont le fruit d'autosuggestions qu'il accepte et auxquelles il succombe sans discussion. Certes, intellectuellement, il peut parfaitement les comprendre et en discerner l'absurdité, ce qui ne les empêche pas de continuer d'exister, car ces sentiments négatifs se révèlent inattaquables par l'intellect, pour l'excellent motif qu'ils ne reposent pas sur une base intellectuelle ou rationnelle, mais sur un monde irrationnel et inconscient de rêveries éveillées, ce qui les situe hors de toute atteinte de la critique consciente. En pareille occurrence, il faut donner à l'inconscient l'occasion de produire et d'exprimer ses fantasmes, et le fragment cité plus haut représente un tel produit de l'activité fantasmatique inconsciente. Comme il s'agissait d'une dépression psychogène, celle-ci reposait sur de tels fantasmes, mais le sujet était complètement inconscient de leur existence. Dans les cas de mélancolie vraie, de surmenage grave, d'intoxication, c'est le contraire qui se produit. Parce que le malade est dépressif, il devient porteur de tels fantasmes. Mon malade était un jeune homme fort et intelligent, qu'une analyse déjà longue avait intellectuellement éclairé sur la causalité de sa névrose. Mais la compréhension intellectuelle n'avait rien changé à sa dépression. En semblable circonstance, que le médecin eut sa peine à approfondir la causalité du cas, demeure vain. Car si une compréhension déjà plus ou moins poussée n'a servi de rien, la découverte d'un nouveau fragment causal sera également inutile. Manifestement, dans une situation de ce genre,
L'inconscient possède, il faut le constater en toute simplicité, un surcroît d'efficacité qui le rend inattaquable, c'est-à-dire qu'il dispose d'un pouvoir d'attraction qui va jusqu'à retirer leur valeur aux contenus conscients eux-mêmes. En d'autres termes, l'inconscient est alors capable de subtiliser la libido au monde du conscient, suscitant ainsi au sens littéral une dépression, un abaissement du niveau mental. Mais en pareille occurrence, si nous nous souvenons de la loi de la conservation, au moins relative, de l'énergie psychique, nous devons nous attendre à trouver dans l'inconscient accumulation de libido, c'est-à-dire de valeur. La libido n'est pas appréhendable dans l'absolu. Elle n'est saisissable, constatable que sous certaines formes déterminées. La plus fréquente de ces formes consiste en produits de l'imagination, en images représentant des fantasmes. De ce fait, nous ne pouvons contribuer à libérer la libido de l'inconscient qu'en amenant à la conscience les images fantasmatiques dans lesquelles elle est incluse. C'est pourquoi en pareil cas, il y a lieu dans un but thérapeutique de donner à l'inconscient l'occasion de laisser émerger à la conscience les fantasmes qui s'agitent momentanément à lui. C'est dans cette perspective que le fragment cité a pris naissance. Il appartient à une longue série d'images fantasmatiques d'une grande richesse, correspondant à ces sommes d'énergie qui avaient été soustraites au conscient et à ses éléments. Le monde conscient du malade était froid, vide et gris, alors que ses plans inconscients étaient animés d'une vie surabondante, puissante et riche. Il est caractéristique de l'essence de la psyché inconsciente qu'elle se suffit à elle-même, qu'elle ne connaît guère les considérants humains, qu'elle ne prend guère d'égard pour les autres individus. Quand quelque chose est tombé dans l'inconscient, il y est comme englouti, et ce contenu y sera maintenu sans souci de savoir si le conscient souffre de son absence, si le conscient en éprouve ou non un manque. Le conscient peut se voir réduit par appauvrissement de son contenu à une sorte d'état d'inanition. Il peut être glacé et désertique, alors que l'inconscient, lui, verdoie et fleurit. C'est du moins l'impression qu'on en reçoit au premier abord. Mais en approfondissant les choses, nous découvrons que cette apparente insouciance de l'inconscient à l'adresse des plans et des soucis humains a un sens, un but, même une finalité. Il est en effet des finalités de l'âme qui se situent par-delà les buts conscients, ou même qui s'opposent à ces derniers. En fait, nous ne trouvons une différence hostile et un manque d'égard de la part de l'inconscient envers le conscient que lorsque ce dernier lui-même a fait sienne au préalable une attitude fausse et provocante, affichant des prétentions exagérées et vaniteuses. L'attitude consciente de mon malade est tellement unilatérale, intellectuelle et rationnelle que la nature elle-même en lui s'emporte et se déchaîne, anéantissant tout son monde conscient de valeur. Mais le drame, c'est qu'il lui est impossible de se désintellectualiser lui-même, seul et par ses propres moyens, et de s'appuyer sur une autre fonction, par exemple sur la fonction sentiment, pour l'excellent motif qu'il ne la possède point. C'est l'inconscient qui la renferme, c'est là que cette fonction réside et se déroule. C'est pourquoi il ne pouvait être question dans son traitement d'autre chose que d'abandonner la direction à l'inconscient pour donner à celui-ci, par le truchement d'images et de fantasmes, la possibilité de se transformer lui-même en contenu du conscient, alors que le malade s'agrippait précédemment à son monde intellectuel, se défendant par des ratiocinations contre ce qu'il croyait être sa maladie. Dorénavant, il avait l'obligation de s'abandonner à elle. De sorte que lorsqu'une dépression s'emparera de lui, il ne devra plus s'astreindre soit à travailler, soit à telle ou telle contrainte pour oublier et fuir. Il devra au contraire accepter sa dépression et en quelque sorte lui donner la parole. Une telle attitude n'a rien à voir avec le laisser aller à une humeur instable et capricieuse si caractéristique de la névrose. C'est même le contraire d'un abandon. Ce n'est ni une faiblesse ni un relâchement sans consistance. C'est au contraire une tâche difficile qui exige le grand effort de conserver son objectivité en dépit des séductions du caprice. On transforme ainsi l'humeur en objet observable.
au lieu de la laisser s'emparer du sujet qu'elle domine. Le malade aura à faire en sorte que son état d'âme dialogue avec lui. Son humeur devra lui révéler et lui préciser comment et de quoi elle est faite, et en fonction de quelles analogies fantasmatiques on pourrait tenter de la cerner et de la décrire. La parcelle de fantasmes dont j'ai parlé plus haut est la visualisation fragmentaire d'une humeur et d'une émotion. Si le malade n'avait pas réussi à maintenir son objectivité en face de son état d'âme, il n'aurait eu, au lieu et place de son fantasme et de sa perception, que le sentiment paralysant de l'inutilité de tous ses efforts, de l'incurabilité de sa maladie. Mais comme il donna à son état d'âme l'occasion de s'exprimer en un songe éveillé, il parvint à arracher à l'inconscient au moins une petite masse de force créatrice inconsciente, de libido, et à la métamorphoser sous forme d'une image en un contenu conscient. Mais cette tentative n'en demeure pas moins encore insuffisante, car pour vivre le fantasme de façon complète comme il est nécessaire, il ne suffit pas de le contempler et de le subir, il faut aussi y participer activement. Le malade aurait satisfait à cette exigence s'il s'était comporté au cours du déroulement du fantasme comme il se serait comporté dans la réalité. Dans la réalité, il ne se serait jamais contenté de regarder la scène passivement, témoin indifférent de la noyade de sa fiancée, et serait certainement intervenu pour l'empêcher de réaliser son sombre dessein. S'il y était parvenu, c'est-à-dire s'il avait eu, au cours d'un fantasme, le même comportement qu'en face d'une situation analogue dans le réel, il aurait prouvé et se serait prouvé qu'il prenait au sérieux le monde de son imagination, c'est-à-dire qu'il conférait à l'inconscient une dignité et une valeur absolue de réalité. Par ce fait même, il aurait triomphé de son point de vue intellectuel unilatéral et aurait ainsi indirectement proclamé le caractère valable de la contribution irrationnelle de l'inconscient. Telle serait, dans ses nuances, sa richesse et sa diversité, l'expérience vivante de l'inconscient, vécue dans sa totalité, et telle que doit la catalyser et la promouvoir le médecin. Mais que l'on ne sous-estime pas ce que cette exigence implique en vérité. Le malade sera amené à se dire et acculé à s'avouer que le monde de ce qui était précédemment ses réalités se trouve menacé par quelque chose qui lui semble d'une fantastique irréalité. Oublier, ne serait-ce qu'un moment, que toutes ces émergences ne sont que des fantasmes, les produits d'un imaginaire qui apparaissent au sujet tout d'abord comme quelque chose d'artificiel et de fabriqué, et marqué du sceau d'un absolu arbitraire, est d'une difficulté presque insurmontable. Comment pourrait-on dès lors conférer le caractère de réalité à de tels produits d'une pure imagination, et pis encore, les prendre au sérieux? Certes, il ne s'agit point de verser dans une espèce de double vie en restant d'un côté de modestes bourgeois moyens et en vivant de l'autre des aventures incroyables pleines d'actes héroïques. En d'autres termes, nous ne devons pas soumettre la vie de notre monde imaginaire à un malentendu concrétiste. Or l'être est habité par la tendance presque incoercible à le faire, et toutes les résistances, toute la répulsion que nous constatons contre l'imagination, toute la dépréciation critique de l'inconscient proviennent en dernière analyse de cette angoisse que l'homme ressent devant sa tendance à prendre, à comprendre et à traduire ses mouvements imaginaires sur le plan concret. Ces deux tendances, celle de matérialiser l'imagination et l'angoisse des risques qui en naîtraient, sont toutes deux des superstitions qui, pour primitives qu'elles soient, n'en sont pas moins vivantes, en particulier chez le civilisé d'aujourd'hui. Tel est dans la journée cordonnier, mais se retrouve le soir dans un secte porteur de la dignité d'un archange, tel autre est dans sa vie officielle un petit commerçant, alors qu'il est dans sa loge maçonnique une éminence grise, tel autre enfin est un rond de cuir tout le jour alors que le soir venu, il réincarnera Jules César dans un cercle spirit, faillible comme être banal, quasi infaillible dans sa fonction occulte. Voilà des exemples de matérialisation de l'imaginaire, comme le médecin n'en demande pas. En présence de tels malentendus concrétistes, le credo scientifique de notre époque a développé en réaction
une phobie superstitieuse à l'encontre de tout ce qui concerne l'imagination. Il n'en demeure pas moins pourtant que tout ce qui agit est réel. Or les fantasmes de l'inconscient agissent. Cela est aujourd'hui hors de doute. Le philosophe le plus rationnellement futé peut à l'occasion devenir victime de l'agoraphobie la plus stupide. Notre fameuse réalité scientifique ne nous met pas le moins du monde à l'abri des dangers qui émanent de ce que d'aucuns appellent l'irréalité de l'inconscient. Derrière le voile des images fantastiques, un quelque chose agit de façon dynamique, que nous donnions à ce quelque chose un nom faste ou néfaste. L'inconscient recourt à quelque chose de réel et d'agissant, et c'est pourquoi nous devons considérer avec tout le sérieux désirable ces manifestations vitales. Pour cela, il faut tout d'abord surmonter la tendance au concrétisme. Tant que l'on est plongé dans l'expérience vivante du fantasme, on ne saurait l'accepter trop au pied de la lettre. Mais dès que l'on tente l'aventure de l'interprétation, il faut savoir se dégager du mot à mot, ne pas se laisser abuser par l'apparence manifeste, à savoir l'image fantastique, et ne pas la confondre avec le dynamisme agissant à l'arrière-plan. L'apparence d'une chose n'est pas la chose elle-même, elle n'en est qu'une expression. Pour en revenir à notre malade, celui-ci n'a pas vécu la scène du suicide sur un autre plan. Il a éprouvé quelque chose d'aussi concret qu'un véritable suicide, et celui-ci lui est apparu comme étant un suicide. Les deux réalités qui s'affrontent, le monde du conscient et le monde de l'inconscient, ne sont point impliquées dans une lutte de préséance et de prépondérance, mais elles s'équilibrent plus ou moins dans une relativité complémentaire. L'affirmation que la réalité de l'inconscient est très relative ne suscitera pas en général de protestations très violentes, mais que l'on puisse et que l'on doive de la même façon mettre en doute la réalité du monde conscient, voilà qui sera beaucoup moins aisément admis et supporté. Et pourtant, chacune de ces deux réalités est un vécu psychique, une apparence qui recouvre des arrière-plans obscurs, inconnus. Au niveau d'une réflexion critique, il ne reste rien d'une réalité absolue. De l'essence des choses et de l'existence, dans son absolu, nous ignorons tout. Vivants, nous faisons l'expérience de diverses efficacités qui agissent sur nous. Grâce à nos sens, en provenance de l'extérieur, grâce à notre imagination, en provenance de l'intérieur. À l'échelle de nos connaissances actuelles, personne ne s'aventurerait plus à affirmer l'existence en soi de la couleur verte. De même, nous devons nous garder de comprendre un déroulement fantasmatique comme incarnant une réalité existant en soi et qu'il y aurait par conséquent lieu d'admettre littéralement en tant que telle. Cette image créée par l'imagination n'est qu'une apparence, n'est qu'une expression exposant d'un inconnu qui, pour être inconnu, n'en est pas moins réel. Le fantasme que nous avons cité plus haut coïncidait avec un état de dépression, avec une vague de désespoir, et son imagerie exprimait son déroulement. Dans la réalité, le malade a une fiancée. Celle-ci constitue pour lui le seul lien émotionnel qui le relie au monde. La disparition de sa fiancée entraînerait pour le malade la rupture de son dernier lien avec le monde. Et cette éventualité, si elle survenait, assombrirait considérablement sa situation. Telle est la première interprétation qui se présente à l'esprit. Mais sa fiancée est aussi l'incarnation de son anima, c'est-à-dire le symbole de ses rapports avec son inconscient. Dès lors, le fantasme exprime et signifie en même temps que son anima, sans qu'il fasse rien pour l'en empêcher, s'engloutit à nouveau dans son inconscient. Cette perspective révèle que l'humeur et que l'état d'âme qui se sont emparés de lui sont plus forts que lui, c'est-à-dire plus forts que son moi. Le malade est dominé par sa dépression, elle jette tout par-dessus bord et il demeure figé dans un état de passivité alors qu'il aurait pu tenter d'intervenir et de retenir son anima. C'est à cette dernière perspective interprétative que j'accorde le plus de crédit, car le malade est un introverti, dont l'être au monde et dont les rapports avec le monde sont régulés par des facteurs intérieurs. S'il avait été un extraverti, nous aurions donné la préférence à la première interprétation, car pour l'extraverti,
la vie se trouve réglée, régulée avant tout à travers les relations concrètes avec les êtres. S'il avait été extraverti, on peut imaginer que cet homme, dans un mouvement d'humeur, aurait été capable d'envoyer sa fiancée à tous les diables. Ce faisant, il se serait nui partiellement à lui-même. Quant à un introverti, le pire des dommages qu'il puisse s'infliger, c'est de rompre ses liens avec son anima, c'est-à-dire avec le monde intérieur de ses facteurs intimes. Le fantasme de mon malade nous montre donc clairement le mouvement négatif de l'inconscient, sous forme de tendance à se détourner du monde conscient. Et cette tendance est si énergique qu'elle entraîne dans son sillage la libido qui meuble le conscient, ce dernier se trouvant privé et comme vidé d'énergie. En rendant ce fantasme conscient, on empêchera la libido de prendre un cours inconscient. Si en outre, le malade était intervenu activement, comme nous y avons fait allusion plus haut, il serait même entré en possession de la somme de libido qui se manifestait dans son fantasme et aurait acquis de la sorte une efficacité plus grande sur son inconscient. Grâce à un effort persévérant de prise de conscience nombreuse, répétée et suivie des imaginations qui sans cela demeurent inconscientes, et grâce à une participation active du conscient au déroulement fantasmatique, on parvient, comme je l'ai constaté dans un très grand nombre de cas, premièrement à un élargissement de la conscience, d'innombrables contenus inconscients devenant conscients, deuxièmement à un démantèlement de l'influence dominante et excessive de l'inconscient sur le conscient, et troisièmement, qui résulte du premier et du deuxième, à une modification de la personnalité. L'évolution constatée de la personnalité n'est pas naturellement une transformation des données héréditaires et innées, et elle ne s'accompagne pas de celle-ci. Elle est transformation de l'attitude générale. Ces séparations tranchées et ces oppositions accusées entre le conscient et l'inconscient que nous constatons si souvent chez nos malades névrosés, écartelés entre leurs pôles contraires, reposent presque toujours sur une unilatéralité remarquable de l'attitude consciente, qui donne une préférence à un privilège quasi absolu à une ou deux fonctions au détriment des autres, ce qui forcément entraîne une paralysie et un refoulement excessif des fonctions frappées d'ostracisme. Grâce à la prise de conscience et à l'expérience vivante des imaginations, les fonctions inconscientes et inférieures se trouveront assimilées au conscient. Ce processus n'est pas sans avoir pour conséquence les effets les plus profonds sur l'attitude du conscient. Contentons-nous de souligner ici qu'une modification essentielle de la personnalité est ainsi actualisée, sans nous arrêter pour l'instant aux détails et aux modes de ces modifications. J'ai appelé cette modification, qui résulte de la confrontation de l'individu avec son inconscient, fonction transcendante. Cette curieuse faculté de métamorphose dont fait preuve l'âme humaine et qui s'exprime précisément dans la fonction transcendante est l'objet essentiel de la philosophie alchimique de la fin du Moyen Âge. Elle exprime son thème principal de la métamorphose grâce à la symbolique alchimique. Silberer, dans un ouvrage très remarquable sur les problèmes de la mystique et de son symbolisme, a déjà longuement montré tout ce que l'alchimie renferme de teneur psychologique. Il nous apparaît aujourd'hui avec évidence que ce serait une impardonnable erreur de ne voir dans le courant de pensée alchimique, comme cela était trop facilement le fait, que des opérations de corps nus et de fourneaux. Certes, l'alchimie a aussi ce côté, et c'est dans cet aspect qu'elle constitua les débuts tâtonnants de la chimie exacte. Mais l'alchimie a aussi un côté vie de l'esprit qu'il faut se garder de sous-estimer, un côté psychologique dont on est loin d'avoir tiré tout ce qu'il y a à en tirer. Il existait une philosophie alchimique, précurseur titubant de la psychologie la plus moderne. Le secret de cette philosophie alchimique, et sa clé ignorée pendant des siècles, c'est précisément le fait, l'existence de la fonction transcendante, de la métamorphose de la personnalité, grâce au mélange et à la synthèse de ses facteurs nobles et de ses constituants grossiers, de l'alliage des fonctions différenciées et de celles qui ne le sont pas. En bref, des épousailles dans l'être, de son conscient et de son inconscient.
Mais de même que les débuts de la chimie scientifique ont été marqués par des représentations fantastiques et des affirmations toutes gratuites qui la défiguraient et créaient la confusion, de même, la philosophie alchimique, gauchie par les malentendus concrétistes d'un esprit encore grossier et non différencié, n'est point parvenue à une formulation psychologique de ses constatations et de ses problèmes, bien qu'une intuition, on ne peut plus vivace des vérités fondamentales, ait enchaîné la passion des penseurs du Moyen-Âge aux problèmes de l'alchimie. Quiconque a parcouru le processus de l'assimilation de l'inconscient de façon quelque peu complète ne pourra nier le fait qu'il s'en est trouvé touché et modifié au plus profond de lui-même. Mais je ne pourrais certes en vouloir le moins du monde à mon lecteur qui, incrédule, hausserait les épaules à l'idée que cette quantité négligeable et négligée, que lui semble être un pur et simple fantasme, puisse exercer la moindre influence. J'avoue bien humblement qu'en comparaison du problème de la fonction transcendante et de son exceptionnelle importance, le fragment cité plus haut semble bien dérisoire et bien peu convaincant. Mais il est très difficile, et je dois en appeler ici à la compréhension bienveillante de mon lecteur, de citer quelque exemple que ce soit, le meilleur même ayant la particularité fâcheuse de n'être significatif et impressionnant que dans une perspective individuelle et subjective. C'est pourquoi je ne manque jamais l'occasion de mettre mes malades en garde contre une certaine naïveté qui pourrait leur donner à penser ou à imaginer que ce qui, pour eux personnellement, a la plus grande portée, parce que cela les concerne, est nécessairement d'un intérêt aussi lourd dans une perspective d'objectivité. L'immense majorité des êtres est totalement incapable de se mettre, psychiquement parlant, à la place d'un autre, ce qui procède d'un art délicat dont la possession est fort rare, dont l'exercice en général ne va pas loin, et dont la virtuosité est exceptionnelle. Mais l'être que nous croyons connaître le mieux, même l'être que nous croyons connaître le mieux, qui nous confirme même qu'il trouve en nous une compréhension sans limite, même cet être-là demeure au fond pour nous un étranger. Il est un autre, et il est autre. Le mieux et le meilleur que nous soyons capables de faire est de l'accepter en tant que tel, de le respecter dans l'intuition que nous avons de sa nature et de ses différences d'avec nous, et de nous épargner l'incommensurable stupidité qui consiste à vouloir l'interpréter et à croire qu'on le peut. C'est pourquoi j'ai tant de difficultés à apporter des exemples convaincants, car quel que soit l'exemple choisi, aucun ne saurait convaincre le lecteur, comme a été frappé, bouleversé et convaincu l'individu pour lequel cela a constitué une expérience vivante, vibrante et frémissante, intense et percutante. Tout à fait probante est seulement l'expérience vécue, et nous en sommes réduits à croire que celui qui en a été le théâtre, par analogie avec ce dont nous avons nous-mêmes fait l'expérience, en face d'un sceptique irréductible et en désespoir de cause, si toutes les autres possibilités de compréhension ont fait faillite, il n'en demeurera pas moins un suprême argument, le résultat final du processus, à savoir la transformation aisément constatable de la personnalité. Ces réserves faites, soumettons au lecteur un autre fragment de fantasme provenant cette fois-ci d'une femme. Ce qui distingue ce nouvel exemple du précédent, c'est que l'expérience vécue pose le problème de la totalité, de la globalité psychologique. La femme qui en est le théâtre et l'actrice y participe activement. Grâce à cela, elle maîtrise le processus, l'intègre et en devient la bénéficiaire. J'ai un important dossier de matériaux de ce cas, dont l'évolution culmine en une transformation profonde de la personnalité. Le fragment cité provient de la phase terminale de l'évolution et est un chaînon organique d'une longue série de modifications et de transformations qui semblaient viser à préciser, à définir et à atteindre le centre de la personnalité.
Le centre de la personnalité, ce qu'il faut entendre par là, ne va pas tellement de soi, et n'est peut-être pas aussi aisément compréhensible qu'on pourrait le penser au premier abord. C'est pourquoi il y a lieu de nous arrêter brièvement pour tenter d'esquisser ce problème. Imaginons-nous le conscient, avec son centre, qui est le moi, dans sa confrontation avec l'inconscient. Cette confrontation entraîne un processus d'assimilation de l'inconscient. Nous pouvons nous représenter cette assimilation comme une manière de rapprochement entre le conscient et l'inconscient, rapprochement à la suite duquel le centre de la personnalité globale ne coïncidera plus avec le moi, mais sera figuré par un point qui se trouvera à mi-chemin entre le conscient et l'inconscient. Ce point sera le centre de gravité du nouvel équilibre et correspondra à un recentrage de la personnalité globale. Il constitue un centre qui, pour être probablement virtuel, n'en confère pas moins à la personnalité, grâce à sa position centrale et privilégiée entre le conscient et l'inconscient, un fondement nouveau, un soubassement plus sûr. Je conviens naturellement que de telles schématisations, que de telles visualisations ne sont que des tentatives grossières et maladroites entreprises par l'esprit balourd pour exprimer des faits et des données psychologiques presque indescriptibles et indicibles. Je pourrais d'ailleurs exprimer la même chose en prenant les paroles de saint Paul, qui dit « Désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Ou encore je pourrais faire appel à Lao Tse et m'approprier son Tao, la voie du milieu, ce milieu créateur de toutes choses. Mais quel que soit le langage employé, il est fait allusion au même centre. Pour ma part, je parle en psychologue, et ma conscience scientifique me contraint à reconnaître que ces données constituent des facteurs psychiques d'une indiscutable efficacité. Ils ne sont point des trouvailles chimériques et hypothétiques que j'aurais effectuées d'aventure, mais des éléments et événements psychologiques précis qui obéissent à des lois psychologiques immuables, qui témoignent de causes et d'effets qui s'enchaînent, et c'est pourquoi nous pouvons les retrouver chez les races et les peuples les plus divers, aujourd'hui comme il y a des millénaires. De quoi procèdent ces phénomènes ? Je n'ai là-dessus ni idée ni théorie, car pour répondre à cette interrogation, il faudrait déjà savoir de quoi est faite la psyché. Aussi je me contente tout d'abord d'en constater les données. Mais venons-en à notre exemple. Il s'agit d'un fantasme de caractère visuel, quelque chose qu'au Moyen-Âge on appelait vision. Mais il ne s'agit point d'une vision onirique que le sujet aurait perçue au cours d'un rêve intense, non. Il s'agit simplement d'une vision survenue au cours d'un épisode de concentration intensive sur les ombres qui se profilent à l'arrière-plan de la conscience. En bref, au cours d'un de ces états que j'ai désignés du terme technique imagination active. Ces perceptions visuelles au cours de l'imagination active exigent en général, pour être perçues, un entraînement déjà assez poussé. Mais quoi qu'il en soit, voici en ses propres termes ce que vit le malade. Je gravissais une montagne et parvins à un endroit où je découvris 7 pierres rouges devant moi, 7 de chaque côté et 7 derrière. Je me trouvais au centre de ce carré. Les pierres étaient plates comme des marches. J'essayais de soulever les 4 pierres les plus proches de moi. Ce faisant, je découvris que ces blocs étaient les piédestaux de 4 statues de Dieu qui, la tête en bas, étaient enterrées dans le sol. Je les déterrais et les disposais autour de moi de telle façon que je me trouvais en leur centre. Soudain, toutes les statues se penchèrent vers le centre, leurs têtes venant à se toucher, de sorte qu'elles formaient comme une matière de voûte au-dessus de moi. Quant à moi, je tombais sur le sol en disant « Je tomber sur moi, si cela doit être, je suis lasse. » Je vis alors qu'à l'extérieur un cercle de feu s'était formé autour de 4 dieux. Après un certain temps, je me relevai et je renversai les statues. À l'endroit où les statues basculèrent s'élevèrent 4 arbres. À ce moment, le cercle de feu engendra des flammes bleues qui se mirent à roussir le feuillage des arbres. Je dis alors « Cela doit prendre fin.
Je dois moi-même entrer dans le feu pour que le feuillage ne flambe point. J'entrai alors dans le feu. Les arbres disparurent, le cercle de feu se resserra et se condensa en une seule immense flamme bleue qui me souleva du sol. » Fin de citation. Ici se termina donc la vision. Je ne vois malheureusement pas comment ou de quelle façon expliquer au lecteur de manière convaincante le sens particulièrement intéressant de cette vision, car elle constitue un fragment d'un très riche ensemble, et pour l'expliquer de façon décisive, il faudrait rapporter tout ce qui a précédé et tout ce qui a suivi. Mais néanmoins, le lecteur dépourvu de préjugés conviendra sans difficulté qu'il se dégage de cette vision l'idée d'un centre, accessible au prix d'une ascension qui marque bien l'effort et son acceptation. Le lecteur discernera également sans peine le fameux problème qui a agité le Moyen-Âge, celui de la quadrature du cercle, qui fut une des préoccupations essentielles des alchimistes. Ici, ce problème de la quadrature du cercle surgit à point nommé pour représenter de façon symbolique l'individuation. La personnalité totale est caractérisée grâce aux 4 points cardinaux de l'horizon, les 4 dieux, c'est-à-dire les 4 fonctions qui permettent l'orientation dans l'espace psychique intérieur, et grâce au cercle qui embrasse l'ensemble. Surmonter les 4 dieux qui menacent d'écraser l'individu signifie que le sujet se libère de l'identité avec les 4 fonctions et fait allusion à un quadruple nirdvandva, terme de philosophie orientale qui équivaut à libre de contraire. Cela détermine un resserrement du cercle de la totalité non partagée. Cela détermine à nouveau un mouvement d'élévation. Je dois me limiter à ces allusions. Quiconque y réfléchit se fera une idée approximative de la manière dont se déroule la métamorphose de la personnalité. Du fait de sa participation active, le sujet se mêle au processus inconscient et il en devient détenteur en se laissant pénétrer et saisir par eux. Ainsi, il relie en lui les plans conscients et les plans inconscients. Le résultat en est un mouvement ascensionnel dans la flamme, la métamorphose dans la chaleur alchimique et la naissance de l'esprit subtil. Telle est la fonction transcendante qui naît de la conjonction des facteurs opposés. Il me faut mettre le lecteur en garde contre un malentendu essentiel dont il est souvent victime, et en particulier s'il est médecin. Je ne sais pour quel motif, mais j'ai souvent constaté que ces derniers présupposent presque toujours que mes écrits sont uniquement consacrés à mes méthodes thérapeutiques. C'est là une grossière erreur. Mes ouvrages sont consacrés à la psychologie dans l'acception la plus large du terme. C'est pourquoi je répète et souligne ici que ma méthode de traitement ne consiste pas à susciter chez mes malades des fantasmes bizarres qu'ils devraient méditer afin que leur personnalité se trouve à modifier au cours et à la suite de cette méditation. Ma méthode de traitement ne consiste ni en cela ni en d'autres sottises du même tonneau. Je constate simplement qu'il existe certains cas de patients dont le développement psychologique suit une voie de cette sorte, non point d'aventure parce que j'y amène ou y contrains le malade, mais tout simplement parce que son évolution inattendue procède et découle de ses nécessités intérieures. La plupart de mes malades sont et demeurent complètement étrangers à la phénoménologie bizarre que nous venons d'essayer de décrire. Oui, s'ils avaient même la possibilité d'emprunter une telle voie, emprunt qui serait par exemple une imitation arbitraire, une manière de singerie, sans découler de leur loi intérieure authentique, cette voie serait pour eux une lamentable impasse, et je serais le premier à leur crier casse-cou. Car la voie de la fonction transcendante est un destin individuel, qui comme tel reste réservé à quelques rares élus. Il ne faudrait pas croire non plus que cette voie fût en quelque façon comparable ou identique à une manière d'anachorétisme psychologique, à un éloignement, à une évasion de la vie et du monde. Tout au contraire, une telle voie n'est praticable et susceptible d'aboutir
que si les tâches séculières et imprévisibles que la vie attend de ces êtres et leur impose sont effectivement menées à bien. De tels fantasmes ne sont point des produits de remplacement, des substituts du vivant et du vécu, ce sont des fruits de l'esprit que récolteront ceux qui payent son tribut à la vie. Le panicard, le fuyard de la vie, ne sera habité, ne sera hanté que par sa peur morbide, qui, dépourvue de sens, ne donne pas de sens à sa vie. De même, l'être qui aura trouvé sa voie de retour vers la mère, l'Église, ne fera jamais connaissance avec cette voie de l'individuation. L'Église englobe indubitablement dans ses formes vivantes le mysterium magnum. Enfin, jamais non plus l'homme normal ne s'encombrera, lui, de cette science psychologique, car il se contente depuis toujours du peu qui est à sa portée. C'est pourquoi je prie mon lecteur de bien vouloir comprendre que je décris des phénomènes relativement rares qui surviennent à l'occasion, et non pas que je cherche à propager des méthodes de traitement. Les deux exemples de fantasmes cités décrivent l'activité positive de l'anima et de l'animus. Dans la mesure où le malade se met à participer diligemment à son activité fantasmatique, l'image personnifiant l'anima et l'animus disparaîtra. Elle se transforme en fonction de relations entre le conscient et l'inconscient. Par contre, si les teneurs inconscientes, précisément de tels fantasmes, ne sont pas perçues, comprises, digérées, en bref, intégrées et réalisées par le sujet, il s'ensuit une activité négative et une personnification de l'anima et de l'animus qui marquent leur autonomie. De là résultent des anomalies psychiques, des états de possession dont la gravité peut aller à tous les degrés, depuis les humeurs banales et les idées bizarres jusqu'aux psychoses. Tous ces états sont caractérisés par la même donnée fondamentale, à savoir qu'un quelque chose d'inconnu s'est approprié une part plus ou moins considérable de la psyché. Ce quelque chose d'inconnu impose imperturbablement son existence. Au premier abord nocive et repoussante contre vents et marées, contre les plus grands efforts de bonne volonté, de compréhension, d'énergie et de raison, démontrant ainsi la puissance des plans inconscients de l'être en face du conscient. On ne saurait trouver de meilleure expression que le mot possession. En pareil cas, la partie de la psyché qui n'est plus maîtresse d'elle-même engendre en général une psychologie marquée par la domination de l'anima et de l'animus. L'incube de la femme est fait de plusieurs démons masculins et le succube de l'homme est une femme. Cette conception empirique mais singulière d'une âme qui, en fonction de l'attitude consciente, existe de façon indépendante et autonome, ou qui s'estompe pour ne plus devenir qu'une simple fonction de relation, cette conception inattendue n'a plus, comme peut le constater tout un chacun, le moindre point commun avec la conception chrétienne de l'âme. Les fantasmes de ma malade sont un exemple typique du mode de présentation des contenus engendrés par l'inconscient collectif. Quoique leur forme soit essentiellement subjective et individuelle, leur teneur n'en est pas moins collective, c'est-à-dire qu'il s'agit d'images et d'idées générales que l'on rencontre chez beaucoup d'êtres, d'éléments qui rendent l'individu conforme à d'autres êtres, conforme à l'humaine condition. Si ces contenus collectifs demeurent inconscients, l'individu, empêtré dans leurs mille liens qui le rattachent aux autres individus chez qui ils sont également inconscients, demeure inconsciemment confondu avec eux. En d'autres termes, il ne sait pas différencier d'eux. Il n'est pas différencié, il n'est pas individué. On peut certes se demander pourquoi l'être s'individualise et si cela est souhaitable. Je répondrai à cette objection que cela n'est pas seulement souhaitable, mais que c'est même absolument indispensable, pour l'excellente raison que sans sa différenciation, que sans son individualisation, l'être demeure dans une condition de mélange et de confusion avec autrui. Dans cet état,
il accomplit des actions qui le placent en désaccord et en conflit avec lui-même. Car de tout ce méli-mélo inconscient qui se déroule dans le no man's land qui à la fois sépare et rapproche les individus, de tout cet à peu près plus ou moins confusionnel et identificatoire qui est la monnaie courante de nos interrelations, de toute cette confusion inconsciente des appartenances, émane une astreinte et une contrainte à vivre et à agir comme la personne que l'on n'est précisément pas. On ne peut alors ni s'accorder et se sentir d'accord avec son mode d'être et d'action, ni en assumer valablement la responsabilité. On se sent dans une situation dégradante de dépendance tant psychologique que morale. Mais le désaccord avec soi-même constitue fondamentalement l'état névrotique et insupportable dont on cherche à se libérer, hors duquel on cherche son salut. Or, une libération de cet état ne peut survenir que lorsqu'on peut exister et agir en conformité avec ce que l'on sent sa vraie nature. Ce sentiment de leur vraie nature, les hommes l'éprouvent tout d'abord de façon peut-être estompée, nébuleuse et incertaine, mais leur évolution aidant, ils s'affirment en force et en clarté. Lorsqu'on peut dire des circonstances où l'on s'est mis, des états d'âme où l'on est plongé et de ses actions, me voilà bien tel que je suis et telle est la façon dont il importe que j'agisse, on peut réellement se sentir à l'unisson avec soi-même, même si la coupe est amère, et on peut assumer la responsabilité de ses actes si les difficultés ne manquent pas. Et même si une minorité active au fond de soi-même expose ses motifs de résistance. Certes, toute cette attitude humaine et toutes ces démarches de pensée présuppose qu'on ait au moins reconnu que rien n'est aussi lourd à supporter que soi-même. Tu cherchais le fardeau le plus lourd, c'est alors que tu t'es trouvé toi-même, a dit Nietzsche. Mais la tâche la plus harassante, elle-même devient possible à qui parvient à se distinguer de ces éléments inconscients. Mais où et comment les trouver ? L'introverti découvre ces éléments inconscients en lui-même, l'extraverti, lui, devra les découvrir dans les personnes et les objets de son entourage, qu'ils imprègnent sous forme de projection. Cependant, dans un cas comme dans l'autre, les contenus inconscients déterminent maintes illusions et maints mirages qui faussent non seulement nous-mêmes, mais aussi nos interrelations avec nos proches, donnant à l'ensemble un cachet d'irréalité et de fantasmagorie. C'est pour des motifs de cette sorte que l'individuation est indispensable à certains êtres, non pas seulement sur le plan d'une nécessité thérapeutique, mais aussi en tant qu'idéal élevé, comme une idée d'un bien à accomplir, d'un mieux auquel on peut prétendre. Remarquons pour finir que l'individuation se confond en même temps avec l'idéal chrétien originel du royaume des cieux qui est en nous. L'idée de base sur laquelle s'est édifié cet idéal est que l'action et le comportement juste ne peuvent résulter que d'une droiture d'esprit et d'un état d'âme sain, et qu'il ne saurait y avoir de guérison et d'amélioration du monde qui ne prennent leur point de départ dans l'individu. Que l'on me permette un exemple banal. Il semble bien que l'on puisse compter sur un individu qui vit lui-même de mendicité et d'aumône pour résoudre de façon valable les problèmes sociaux.